Alors, donc, le premier cours après ce rappel technique, ça va être les lésions élémentaires. Les lésions élémentaires des cellules, des tissus et des organes. C'est-à-dire, avant de voir, vraiment, ça va être le premier cours d'anapath général. J'ai mis juste des diapos pour un peu vous rappeler ce qu'on va faire en analysant les tissus qu'on travaille. Donc, bien sûr, on a dit qu'on reçoit la cytologie et on reçoit des tissus. Donc, on a vu les techniques d'étude des tissus, soit une pièce, soit une biopsie opératoire, qui vont être colorés par une coloration HE, qui va mettre en évidence les noyaux en bleu et les cytoplasmes en rose. Et on a vu les étalements cytologiques. Donc, le raisonnement va être différent en fonction. Donc, lorsqu'on observe au microscope, qu'est-ce qu'on va regarder réellement? Si on oublie les techniques d'immunohistochimie, de biologie moléculaire, on va s'intéresser au noyau, ensuite on va s'intéresser au cytoplasme, et ensuite on va s'intéresser à l'environnement de ces cellules-là. Donc, on va analyser les noyaux en termes de taille, de contour. Est-ce que les noyaux sont grands? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils sont centraux, excentrés? Donc, chaque élément est une sémiologie en anatomie pathologique. Ensuite, on fait l'ensemble, un groupement de l'ensemble de ce qu'on voit. Ensuite, on donnera un diagnostic. C'est ça le principe de l'observation. On s'intéresse au noyau, central, excentré. En général, il est central dans des revêtements qui sont non sécrétants, non glandulaires. Par exemple, un revêtement malpigien, le noyau, il est central. Un revêtement glandulaire, le noyau, il est excentré. La taille, c'est important. Vous allez le voir dans le cours de la pathologie tumorale. Parmi les critères de la pathologie tumorale, on dit qu'il y a une tumeur lorsque le noyau devient gros, devient de taille inégale. La chromatine, elle devient irrégulière. Donc, tout ça, c'est des critères, pour faire un diagnostic. Ensuite, on va s'intéresser au cytoplasme. On va voir est-ce que le cytoplasme est abondant. On va voir le rapport entre le noyau et le cytoplasme. Ça, c'est aussi un critère dans la pathologie tumorale. On va voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du cytoplasme. Est-ce qu'il y a des sécrétions normales, des sécrétions anormales. C'est là l'intérêt des colorations spéciales. Et ensuite, on va voir l'environnement qui entoure ces cellules et ces tissus. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les bases élémentaires. Donc, on va analyser les cellules. Donc, les cellules constituent en général des épithéliums. On va voir ces épithéliums-là. Ensuite, on va analyser ce qui se passe autour de l'épithélium. Donc, c'est ce que vous avez étudié en histologie. On va analyser le tissu conjonctif à côté. Si on est sur une muqueuse digestive, on va analyser les tuniques de la muqueuse digestive. Si on est sur une muqueuse bronchique, on va analyser le chorion de la muqueuse bronchique. Si on est par exemple sur une biopsie du sein, on va voir les glandes mammaires, ensuite le tissu paléal qui se trouve à côté. Donc, et ensuite, on va faire notre synthèse pour pouvoir donner un diagnostic. Donc là, quelques petits exemples. Vous avez sur l'image où c'est écrit lipides, vous avez des hépatocytes. Les hépatocytes à l'état normal, ils ont un cytoplasme rose et eosinophile, un noyau central. Là, on voit qu'il y a des vacuoles. Donc, des vacuoles, c'est des lipides à l'intérieur des hépatocytes. Cette maladie s'appelle, vous allez la voir dans la pathologie de surchasse, s'appelle la stéatose. C'est-à-dire la stéatose sur le plan anatomopathologique, elle n'a pas de signification d'une seule maladie, mais elle peut se voir dans plusieurs maladies. S'il n'a pas de stéatose, c'est à vous d'aller chercher quelle est la cause de cette stéatose. Vous avez sur l'image à côté des pigments marrons, c'est de la bile au niveau des cellules hépatocytaires. Ça, c'est pas normal aussi. En général, on voit la bile quand on a des obstructions des canaux biliaires. Et donc, on ne peut pas dire quelle est la cause de l'obstruction, mais on va vous dire qu'il y a une obstruction. Et c'est à vous de chercher les causes. Est-ce que c'est tumoral? Est-ce que c'est une cholangite sclérosante inflammatoire? Est-ce que c'est une compression? Donc ça, c'est les données cliniques, les données radiologiques. Donc l'anatomopathologie, il va vous aider à faire votre diagnostic complet. Dans certaines situations, il va vous donner la cause exacte des maladies, mais pas dans toutes les situations. Alors là, vous avez un cancer de la peau qu'on appelle le mélanome.
Et le mélanome cutané, il sécrète la mélanine comme les cellules mélanocytaires normales. Donc, dans notre pathologie, dès qu'on voit des pigments mélaniques, qu'on peut mettre en évidence par des colorations spéciales, on est presque sûr que c'est un mélanome, c'est une tumeur maligne cutanée d'origine des cellules mélanocytaires. Alors, bien sûr, là, vous avez des comparaisons. On a déjà vu ça entre la cytologie où on regarde que les cellules. Donc, finalement, on va donner juste une orientation, mais la confirmation, il se fait par l'histologie. Et vous avez en opposé des images où on a des tissus, c'est-à-dire on peut analyser les noyaux, les cellules, le tissu environnant. Et donc, ça permet de mieux donner un diagnostic et de confirmer. Alors, ça, c'était des exemples. Donc, le principe est le même. Ensuite, on va voir les détails. On va voir la pathologie d'adaptation cellulaire. Donc, c'est des situations qui peuvent être physiologiques, pathologiques, qui vont donner des modifications des cellules. On va voir aussi ça dans la pathologie inflammatoire. On verra qu'est-ce qui se passe quand on a une inflammation. On va voir quelles sont les caractéristiques en cas de maladie de surcharge. C'est-à-dire les substances de surcharge sont très différentes. Ça peut être des lipides, ça peut être des glucides, ça peut être des pigments. Et vous allez voir un grand chapitre sur la pathologie tumorale. Alors, on commence aujourd'hui par ces mécanismes. Quelles sont les lésions, ce qu'on appelle les lésions d'adaptation cellulaire? Alors, les objectifs de ce cours, c'est qu'il faut être capable de définir. On va voir plusieurs types d'adaptation cellulaire, atrophie, hypertrophie, aplasie, hypoplasie, hyperplasie. Il faut que vous soyez capable de connaître la définition de chaque type. Donner des exemples, parce que c'est pas forcément des situations physiologiques, mais on a des situations physiologiques et pathologiques. Il y a à la fin, je pense en ça, on va le faire la prochaine fois, on n'a pas le temps aujourd'hui, et on va étudier aussi la mort cellulaire. On étudiera deux moyens de mort cellulaire. On va étudier la nécrose, qui est une mort cellulaire toujours pathologique, et l'apoptose, qui est aussi une mort cellulaire à la fois physiologique ou pathologique. Et donc, on va vous demander de connaître les aspects des cellules au moment de cette mort cellulaire. Donc, c'est toujours les mêmes descriptions, comment vont être les noyaux, comment vont être les cytoplasmes. Alors, donc on va commencer par définir ces lésions d'adaptation tissulaire et cellulaire. Donc, adaptation, c'est-à-dire c'est une réaction d'un tissu à quelque chose. Bien sûr, on peut avoir des réactions sous forme d'une inflammation, mais aujourd'hui, on va voir une réaction qui intéresse surtout le nombre et la forme des cellules. Donc, c'est une réaction du tissu. Le tissu est fait de plusieurs cellules. C'est une réaction de ce tissu-là à des exigences qui peuvent être physiologiques. Par exemple, un sportif, il a une hypertrophie du muscle, particulièrement les muscles des jambes, les muscles des bras. On va voir ce que c'est l'hypertrophie. Mais aussi, il y a des situations pathologiques, c'est-à-dire une dénervation, c'est-à-dire une anomalie sur l'innervation d'un territoire musculaire. Ça va donner une atrophie des cellules musculaires. Donc, il y a des situations physiologiques, mais aussi des situations pathologiques. Donc, on va voir tout ça. Et donc, l'adaptation de ces tissus, ça a pour but de trouver l'équilibre, c'est-à-dire d'assurer ce qu'on appelle l'équilibre ou bien l'homéostasie journalière du corps humain. Donc, c'est ça, le résumé et la définition de ces lésions d'adaptation cellulaire et tissulaire. Alors, il faut savoir aussi que ces mécanismes peuvent être réversibles, c'est-à-dire un sportif qui n'est plus sportif, il n'aura plus d'hypertrophie des muscles, mais parfois, malheureusement, c'est des situations qui ne sont pas réversibles. Donc, on verra des étiologies où les situations ne sont pas réversibles. Et dans ces situations-là, on aura le passage à la mort cellulaire. Donc, c'est pour ça on va étudier à la fin de ce cours la mort cellulaire, que ça soit la nécrose ou bien l'apoptose. Alors, donc pour résumer, quelles sont ces lésions d'adaptation tissulaire et cellulaire? Il y a des lésions qui intéressent le nombre,
soit le nombre est augmenté, soit le nombre est diminué. Donc, c'est ce qu'on va appeler hyperplasie. Donc, tout ce qui est hyper, c'est augmenté. Hypo, voire aplasie, c'est bas. Donc, hyperplasie, c'est augmentation de nombre des cellules d'un organe. Et par conséquent, on aura une augmentation de la taille de l'organe, ce qui est normal, mais sans multiplication cellulaire, sans augmentation de la taille. Augmentation de nombre sans augmentation de la taille. Alors, l'hypoplasie, aplasie, c'est l'inverse. C'est une diminution de nombre des cellules. Et par conséquent, on aura une diminution de la taille de l'organe, ce qui est normal. Alors, il y a le deuxième type de lésion, c'est la taille des cellules. Donc, cette fois, c'est la taille qui va changer, mais le nombre reste le même. On va parler d'hypertrophie quand on a une augmentation de la taille, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypertrophie des cellules musculaires chez un sportif. Déjà, les cellules musculaires, c'est des cellules qui sont considérées comme des cellules stables, qui ne se renouvellent pas. Et donc, on ne peut avoir que de l'hypertrophie. C'est une augmentation de la taille pour s'adapter à cette situation-là de sportif. Alors, l'hypotrophie, c'est l'inverse, c'est une baisse de la taille des cellules, mais sans modification de nombre des cellules. Il y a un troisième type d'adaptation cellulaire, c'est ce qu'on appelle la métaplasie. Alors, ça intéresse ni la taille ni le nombre, mais ça intéresse le type. C'est-à-dire la métaplasie, ça intéresse les épithéliomes ou bien ça peut intéresser le muscle aussi. C'est la transformation d'un tissu normal qui existe. Par exemple, on aura la transformation de la muqueuse bronchique, qui est une muqueuse de type mucosécrétant, vers une muqueuse malpighienne à cause de la cigarette. Donc, c'est la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal qui, normalement, n'existe pas à cet endroit. C'est ce qu'on appelle la métaplasie. Donc, on va passer en revue les différents types de lésions d'adaptation cellulaire. On verra la définition, les causes et éventuellement l'évolution sur certains. Alors, ils sont résumés ici. Alors, on va commencer par les anomalies de la taille des cellules. Donc, on commence par l'atrophie ou bien hypotrophie cellulaire. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une diminution. Je pense que j'ai un schéma. Alors, c'est une diminution de la taille, mais sans diminution de nombre des cellules. Donc, vous avez 3, 4, 5, 6, 7 cellules à l'état normal. En atrophie, hypotrophie, c'est une diminution de la taille sans modification du nombre. Mais en hypoplasie, c'est une baisse du nombre, mais la taille reste la même. Alors, on revient à la définition. Donc, l'hypotrophie cellulaire, voire atrophie cellulaire, c'est une baisse du volume des cellules fonctionnelles d'un tissu. Ça se définit comme ça. Et leur en conséquence, bien sûr, une diminution de la taille de l'organe. Donc, que ce soit l'hypotrophie, atrophie, que ce soit l'hypoplasie, c'est-à-dire la diminution du nombre, on aura une baisse de la taille de l'organe. Et par conséquent aussi, l'hyperplasie ou bien l'hypertrophie aura comme conséquence l'augmentation de la taille de l'organe. Donc, la cellule, il faut savoir que la cellule atrophique va rester vivante, mais la baisse de sa taille est due à la baisse de la taille de ses constituants, c'est-à-dire les myofibrilles pour le muscle, par exemple l'ergastoplasme pour les hépatocytes. Donc, c'est la baisse des constituants fonctionnels qui auront cette conséquence, la baisse de la taille de la cellule. Mais le nombre des cellules va rester le même. Alors, quelles sont les étiologies? En général, toutes les lésions d'adaptation cellulaire et tissulaire, ils ont des situations physiologiques ou bien des situations pathologiques. Alors, les situations physiologiques, on a beaucoup de situations hormonales. Par exemple, le thymus chez un enfant, il est très développé, mais avec l'âge, on aura une atrophie de ce thymus. Alors, vous avez aussi, par exemple, chez une femme, une atrophie, on aura une baisse de la taille des ovaires, une baisse de la taille de l'utérus après la ménopause,
Et ceci est dû à la baisse, bien sûr, de poules, c'est-à-dire de la quantité d'hormones au niveau du corps de la femme. Donc, cette atrophie se définit, comme on l'a dit, mais elle aura comme conséquence une baisse de la taille. Donc, chez la femme, vous aurez, chez une femme ménopausée, après 60 ans, vous aurez toujours des ovaires de petite taille par rapport à une femme en activité génitale, par exemple, de la même façon que pour l'endomètre et le myomètre. Alors, des situations pathologiques, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, une anomalie d'innervation d'un muscle peut donner une atrophie musculaire. Donc, c'est une baisse de la taille des cellules musculaires, mais sans modification du nombre. Dans certaines situations, lorsqu'on a une vascularisation de mauvaise qualité, lorsqu'on a des sténoses, des vaisseaux qui irriguent les organes, particulièrement les organes qui ont une vascularisation périphérique, comme le rein, comme le cœur, comme le cerveau, comme la rate, par exemple, on aura toujours une atrophie de ces tissus-là par cette anomalie d'apport sanguin qui est diminué. Ça peut être aussi des anomalies nutritionnelles qui peuvent être responsables de réactions inflammatoires et qui ces réactions inflammatoires peuvent être responsables de l'atrophie. Ou bien sûr, avec l'âge aussi, on peut avoir, par exemple, dans le cadre des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, on peut avoir une atrophie des cellules nerveuses. Alors là, vous avez un exemple d'un thymus. Donc là, c'est un thymus chez un enfant. Avec l'âge, on va avoir une atrophie, la disparition du thymus. Le thymus est fait de cellules lymphoïdes. Et le remplacement, ce que vous voyez en blanc ici, c'est de la graisse, c'est des adipocites. Les cellules thymiques vont disparaître et vont être remplacées par des cellules adipocytaires, c'est de la graisse. Là, vous avez un exemple d'atrophie musculaire que vous voyez en haut. C'est des cellules musculaires normales avec le noyau central, les myofibrilles. Mais sur l'image en bas, vous avez des cellules qui sont de plus petite taille. Donc, en général, elles sont plus petites, donc ce qui va donner une diminution de la taille du muscle concerné. Alors, ça peut aussi se voir dans certaines maladies pas inflammatoires, mais là, c'est une maladie qui est due à une intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. Donc, ce qui va arriver dans la maladie cœliaque, c'est qu'on aura une atrophie des villosités intestinales. C'est une atrophie qui est réversible parce que quand on donne les régimes sans gluten, on aura la réapparition des villosités. C'est une maladie qui va être responsable d'un syndrome de malabsorption, d'anémie chez le patient. Donc voilà, donc c'est quelques exemples d'atrophie en histologie, mais aussi en macroscopie. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une anomalie de la vascularisation sur les organes, particulièrement à vascularisation périphérique. Ici, on a un rein. Là, vous avez le rein normal avec la corticale, la médulaire, le hile. Mais là, vous avez un rein en plus petite taille. Là, c'était pas une cause purement vasculaire, mais on avait une cause vasculaire et une inflammation. Aussi, les inflammations à répétition, des infections à répétition peuvent donner des atrophies. Alors, sur le plan microscopique, vous voyez sur l'image en haut un tissu rénal normal. Vous avez les glomérules qui sont ici grands et vous avez ces petits tubes, c'est les tubules. Ce qui va se passer en atrophie, c'est qu'on aura une baisse de la taille de l'ensemble de ces constituants. Que ce soit les glomérules, ils deviennent plus petits, ou bien les tubules aussi qui deviennent plus petits. Alors, ça, c'était en ce qui concerne l'hypotrophie, atrophie. Bien sûr, atrophie, c'est la disparition complète, mais en général, retenez qu'on peut avoir presque la disparition, mais pas une disparition complète. Donc, c'est pour ça qu'on les a regroupés dans le même paragraphe, hypotrophie, atrophie. Alors, à l'inverse, maintenant, c'est facile. L'hypertrophie, c'est l'inverse. C'est l'augmentation de la taille des cellules sans augmentation de nombre.
et par conséquent, vous aurez une augmentation de la taille de l'organe. Donc, c'est à peu près l'effet inverse de l'atrophie-hypotrophie, mais toujours pour les deux, on n'a pas une multiplication cellulaire. Le nombre des cellules va rester le même. Alors, quelles sont les causes? Alors, ça, c'est juste pour vous rappeler. Tout à l'heure, on a vu l'hypotrophie. Là, c'est l'atrophie. Vous voyez que le nombre des cellules reste le même. Vous avez 7 cellules, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous avez l'état normal 7. Mais la taille, elle est nettement augmentée par rapport à la situation normale. Quelles sont les étiologies de l'hypertrophie? Alors, on peut avoir des situations physiologiques. On a parlé de l'hypertrophie du muscle, de l'hypertrophie du muscle strié du sportif. Pendant la grossesse aussi, pour s'adapter à cette situation, on aura une hypertrophie du muscle, du myomètre, qui va être associée aussi à une hyperplasie. On peut avoir les deux. Par exemple, le tissu mammaire, le parenchyme mammaire ou bien les lobules du sein, au cours de la lactation, c'est-à-dire l'allaitement, on peut avoir une hypertrophie hormonale suite à l'effet de la prolactine et des œstrogènes. Donc, en général, ça, c'est des situations physiologiques, mais la définition va rester la même. Augmentation de la taille des cellules sans augmentation de nombre des cellules. Alors, il y a des situations pathologiques aussi. On peut avoir dans des situations de maladie comme l'hypertension artérielle, on peut avoir une hypertrophie du muscle du myocarde. En général, les patients qui souffrent d'une hypertension artérielle, lorsqu'on leur fait une échocardiographie, on a souvent une hypertrophie du ventricule gauche. Donc, c'est un moyen d'adaptation à cette maladie qui est l'hypertension artérielle. Donc, on peut avoir dans certaines situations des acromégalies, c'est-à-dire une augmentation des extrémités par des hypersécrétions des hormones de croissance, soit suite à des tumeurs, soit suite à des maladies hypophysaires. On peut avoir des tumeurs au niveau de l'hypophyse qui vont donner une hyperexcrétion de l'hormone de croissance qui va être responsable de ce qu'on appelle l'acromégalie, qui est une augmentation des extrémités, particulièrement les paumes des mains, les plantes des pieds. Et ce mécanisme-là, ce n'est qu'une hypertrophie. On peut avoir, et c'est fréquent, l'hypertrophie thyroïdienne, c'est ce qu'on appelle communément les goitres. Quand vous entendez des goitres, finalement, c'est des hypertrophies des vésicules thyroïdiennes. En général, ces hypertrophies sont secondaires à une situation d'adaptation. On a un manque de l'iode au niveau de l'organisme. Et donc, la glande thyroïde va s'adapter pour sécréter ces hormones. Elle va s'adapter en augmentant la taille et le nombre, en augmentant la taille de ces vésicules thyroïdiennes. C'est très fréquent, c'est communément appelé le goitre thyroïdien. C'est finalement une hypertrophie des vésicules thyroïdiennes. Alors là, vous avez quelques images. Vous avez là une coupe transversale du ventricule gauche. Vous avez la cavité du ventricule, là le ventricule normal. Vous voyez ici en bas, chez un patient qui est hypertendu, on a une distension du ventricule gauche par cette hypertrophie au cours de l'hypertension artérielle. C'est un signe indirect que le malade a une hypertension artérielle lorsqu'on trouve une hypertrophie. Alors, sur le plan microscopique, là, vous avez des cellules musculaires myocardiques normales et là, vous avez des cellules hypertrophiques, une augmentation de la taille. Vous voyez que la taille de la cellule est grande sur cette image-là et même le noyau, un peu, il devient grand. Mais le nombre, il va rester le même. Donc, c'est une augmentation de la taille des cellules sans augmentation de nombre, bien du nombre des cellules. Alors, au cours de la grossesse, on peut avoir une hypertrophie, comme j'ai dit, une hypertrophie du myomètre, qui est associée aussi à une hypertrophie de l'endomètre. Donc, voilà ce que ça donne si on fait des coupes sagittales de l'utérus. Là, vous avez un utérus normal et là, vous avez un utérus post-accouchement. On a une hypertrophie du muscle de l'utérus.
Alors, l'hypertrophie par exemple, c'est ce que vous allez entendre parler, le goitre multinodulaire. C'est une hypertrophie de la glande thyroïde sous forme de nodules, des nodules, comme leur nom décrit, et ces nodules sont faits de vésicules de taille augmentée. Donc, c'est l'explication anatomopathologique des goitres que vous allez rencontrer et entendre parler. C'est une hypertrophie, on l'appelle exactement hypertrophie nodulaire de la glande thyroïde. C'est le synonyme de goitre. Donc voilà, donc en histologie, vous avez des vésicules thyroïdiennes. Donc on voit ici les vésicules tapissées de thyréocytes, renferment de la colloïde. Une vésicule à l'état normal, elle a cette taille, mais là vous voyez des vésicules qui sont beaucoup plus grandes. Donc c'est la définition de l'hypertrophie thyroïdienne. Alors, donc on a fini avec les anomalies de la taille, hypotrophie, atrophie, une baisse de la taille sans baisse du nombre. Hypertrophie, c'est l'inverse. Et pour chaque anomalie, on a des causes physiologiques. En général, sont réversibles, mais on a aussi des causes pathologiques. Donc, on va passer maintenant aux lésions des cellules par rapport au nombre. On va voir qui est hypo, qui est bas, et on va voir qui est hyper. Donc, on va voir hypoplasie, aplasie et hyperplasie. Alors, c'est quoi hypoplasie, aplasie? Donc, c'est aplasie, c'est absence. Hypo, c'est la diminution du nombre de cellules, d'un tissu, sans en général diminution de la taille. La taille reste la même, mais le nombre qui va baisser. Donc, c'est ce qu'on a schématisé ici, à l'inverse de l'atrophie de tout à l'heure. Alors, il faut savoir que tout ce qui est aplasie, en général, se voit au cours de l'embryogenèse. Par exemple, quand vous dites un nouveau-né qui est né avec un rein unique, finalement, le rein qui n'existe pas, il a disparu parce qu'il y avait une aplasie des cellules rénales. En général, tout ce qui est aplasie concerne deux choses, concerne l'embryogenèse et concerne la moelle osseuse après des traitements comme la chimiothérapie qui va faire disparaître toutes les cellules hématopoïétiques de la moelle. C'est ce qu'on appelle l'aplasie médulaire. Mais en général, toutes les autres situations, c'est de l'hypoplasie. C'est une baisse de nombre des cellules. Alors, on peut avoir des hypoplasies physiologiques, toujours avec l'âge. On peut avoir une hypoplasie de l'endomètre avec la ménopause, des testicules aussi, chez un homme âgé. On a l'hypoplasie ou surtout l'aplasie pathologique, et on a pris l'exemple ici de l'aplasie médulaire, c'est fréquent. En général, les malades qui ont un cancer et qui reçoivent de la chimiothérapie, on peut avoir un retentissement sur la moelle osseuse, on n'aura plus des cellules souches hématopoïétiques, on aura la disparition de ces cellules-là, ce qui aura comme conséquence une fièvre parce que le patient n'a plus de moyens de défense, une anémie parce qu'on a la disparition des cellules souches de la lignée érythroblastique, et on aura aussi des troubles de la crase parce qu'on aura la disparition des trois lignées, la lignée blanche, la lignée des plaquettes et la lignée des globules rouges. Ça s'appelle l'aplasie médulaire. C'est des patients qui sont très fragiles et qu'il faut bien les mettre dans des endroits stériles parce qu'ils ont un grand risque de faire des infections, de l'hémorragie, etc. Alors là, vous avez un exemple d'hypoplasie testiculaire. Vous avez là un testicule normal et là un testicule hypoplasique. Donc, la conséquence, c'est la baisse de la taille de l'organe. Alors, hypoplasie testiculaire sur le plan histologique, vous avez sur la photo de haut des tubes séminifères avec, bien sûr, les précurseurs des spermatozoïdes, mais bien sûr, avec l'hypoplasie, on aura vraiment la disparition presque de ces cellules-là. Alors, au niveau de la moelle, vous avez là une biopsie d'une moelle osseuse, donc c'est une biopsie osseuse. Ce que vous voyez en rose,
sur l'image de gauche, c'est les travées osseux. Et ce qu'il y a entre les travées osseux en bleu, c'est les cellules des lignées hématopoïétiques. Donc là, vous avez les cellules souches des lignées blanches, des rouges et des plaquettes. Donc, ce qui va se passer au cours de l'aplasie, vous voyez ici, ça va devenir blanc. Donc, toutes les cellules disparaissent et on aura de la graisse qui va être remplacée, qui va remplacer ces cellules-là. Donc, c'est des malades qui n'ont plus de moyens de défense. Ils ont toujours une anémie. Ils font beaucoup de problèmes d'hémorragie. Donc, si on ne traite pas, c'est des malades qui vont malheureusement décéder. Donc, l'aplasie médulaire est une conséquence majeure des traitements toxiques comme la chimiothérapie. Alors, donc ça, c'était pour l'hypoplasie. Maintenant, on va voir l'hyperplasie. Donc, maintenant, vous connaissez les définitions. L'hyperplasie, c'est l'augmentation du nombre des cellules, pas de taille. L'hypertrophie, c'était la taille. L'hyperplasie, c'est le nombre. La conséquence toujours, comme l'hypertrophie, c'est l'augmentation du volume de l'organe. Alors, voici la définition. Donc, c'est une augmentation de la masse d'un tissu ou d'un organe ou d'une portion d'un organe due à une augmentation du nombre des cellules de cet organe. Bien sûr, on n'aura pas de modification de l'architecture. Donc, il est souvent associé à l'hypertrophie. Donc, on a souvent, par exemple, dans le goitre ou bien l'hypertrophie thyroïdienne, on a souvent une association hypertrophie-hyperplasie. Alors, donc, les étiologies, ce qu'il faut retenir, c'est que la multiplication de nombre de cellules, ça va intéresser que les tissus déjà qui peuvent se renouveler. Donc, par exemple, les épithéliums, l'épiderme, toutes les muqueuses, elles peuvent se multiplier. Donc, on peut avoir de l'hyperplasie. Mais par exemple, ce qu'on appelle les organes stables, qui se multiplient pas, on ne peut pas avoir de l'hyperplasie. En général, ça va être de l'hypertrophie. Comme conséquence, c'est ce qu'on a vu pour l'hypertrophie du muscle chez le sportif, qui normalement doit être une hyperplasie, mais malheureusement, les cellules musculaires ne peuvent pas se multiplier. Donc, en général, ce que vous devez retenir, c'est que ça se voit dans les tissus qui ont la capacité de se diviser, comme les épithéliums. Même les tissus qui ont la capacité de se diviser, mais d'une façon occasionnelle, comme les tissus hépatiques, comme le tissu rénal, on peut avoir de l'hyperplasie, mais on ne l'observe jamais dans les organes qui ne peuvent pas se renouveler, comme le muscle, le système nerveux, etc. Alors, on a aussi, comme pour les autres, l'hyperplasie physiologique et l'hyperplasie pathologique. Alors, physiologique, comme à peu près l'histoire de l'hypertrophie, elle est souvent hormonale. Par exemple, l'hyperplasie de l'endomètre au cours de la grossesse, l'hyperplasie de la glande mammaire au cours d'une grossesse à la puberté. On peut avoir aussi ce qu'on appelle l'hyperplasie compensatrice, ça intéresse beaucoup le foie. Donc, on sait très bien, quand on fait une chirurgie sur le foie, vous enlevez par exemple le lobe gauche hépatique, il y a une compensation par le lobe droit, oui, qui normalement ne se fait pas parce que le foie est un organe à renouvellement lent, mais quand on fait cette hépatectomie, ça stimule le renouvellement hépatique. Vous aurez dès quelques semaines un gros foie gauche qui est finalement une hyperplasie par compensation du lobe droit restant. Alors, donc il y a des situations pathologiques, souvent hormonales. Donc, par exemple, l'hyperplasie de l'endomètre au cours de certains cancers de l'ovaire. Certains cancers de l'ovaire peuvent sécréter des hormones qui vont donner une hyperplasie de l'endomètre. Quand on traite par des hormones, on peut avoir une hyperplasie de l'endomètre. Il y a aussi, comme ce qu'on a vu pour l'hypoplasie médulaire, on peut avoir de l'hyperplasie médulaire. Par exemple, les malades qui ont une insuffisance rénale, ils reçoivent des facteurs de croissance et donc ces facteurs de croissance peuvent stimuler la moelle. Donc, vous aurez l'inverse de l'aplasie, vous aurez une augmentation des cellules hématopoïétiques. Alors, quelques exemples. Vous avez là, ce que vous voyez, c'est le myomètre. On a ici le myomètre, le col utérin,
et vous avez l'endomètre qui est ici. Vous ne le voyez pas bien, mais on a comme des végétations. C'est l'hyperplasie au niveau de l'endomètre au cours d'une grossesse. Alors, sur le plan histologique, vous avez sur l'image gauche une muqueuse endométriale qui est faite de glandes endométriales et du chorion cytogène. Au cours de l'hyperplasie, vous voyez ici qu'on a beaucoup de glandes. Donc, on a eu cette multiplication de nombre de cellules. Donc, vous avez beaucoup de glandes. Alors là, vous avez une hyperplasie de la moelle. Là, c'est comme tout à l'heure, la moelle normale. Mais à la plasie, on avait un aspect blanc. Là, vous avez un aspect bleu très dense. Vous avez beaucoup de cellules hématopoïétiques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie médulaire. Tout à l'heure, on a vu l'aplasie médulaire. Autant l'hyperplasie n'est pas très grave, mais l'aplasie est très grave pour le patient. Alors, donc, on a vu l'hypertrophie, l'hypotrophie, atrophie, anomalie de la taille, hyperplasie, hypoplasie, c'est anomalie de nombre. Et là, on va voir anomalie de différenciation, c'est ce qu'on appelle la métaplasie. Donc, la métaplasie est une situation qui n'est pas physiologique, c'est une situation acquise qui se définit par la transformation d'un tissu normal en un tissu normal qui ne lui ressemble pas. Ils sont tous les deux normaux, mais ce tissu nouveau n'existe pas à l'état physiologique. Et en général, c'est des mécanismes d'adaptation à des agressions. Donc, il y a la cigarette pour la muqueuse bronchique. Il y a, par exemple, une femme qui fait des infections du col utérin à répétition. Elle peut avoir une métaplasie de l'endocole sous forme d'un exocole. Donc, l'endocole qui est cylindrique, il va se transformer en revêtement malpigien, qui est exocervical. Mais aussi, on peut avoir la métaplasie au niveau des tissus conjonctifs. Par exemple, on peut avoir du collagène qui se transforme en tissu osseux. Donc, dans certains traumatismes, dans certaines infections, on peut avoir aussi cette métaplasie au niveau du tissu conjonctif. Mais ils sont tous les deux normaux. C'est-à-dire, on n'a pas des choses anormales, juste la situation qui a fait apparaître ce nouveau tissu. Alors, il y a des situations aussi physiologiques et des situations pathologiques. Alors, j'ai décrit la situation pathologique des toxiques, notamment, bien sûr, les hydrocarbures et les produits chimiques qui sont contenus dans la cigarette. Ça va donner une métaplasie malpighienne de la muqueuse bronchique. Ils peuvent être inflammatoires, par exemple, l'exemple du col utérin, des femmes qui font des inflammations, des infections à répétition. Et on peut voir aussi ces métaplasies physiologiques. Par exemple, au cours de la grossesse, on peut avoir une transformation de la muqueuse endométriale en une muqueuse qu'on appelle déciduale. Donc, cette muqueuse déciduale, c'est une muqueuse qui est différente de la muqueuse endométriale. Et cette transformation va faciliter la nidation de l'œuf au niveau de l'endomètre. Donc, des situations physiologiques qui sont réversibles. Malheureusement, les situations pathologiques ne vont pas toujours régresser. Par contre, ces situations pathologiques peuvent carrément se transformer en cancer. Par exemple, au niveau des branches pulmonaires, on a au début une muqueuse bronchique qui est mucosécrétante. Suite à l'agression par le tabac, elle va devenir malpighienne. Et ce tabac-là va induire des anomalies sur le génome des cellules malpighiennes qui vont se transformer en cancer. Donc, c'est pour ça que le tabac est responsable de l'apparition des cancers, particulièrement pulmonaires. Donc, ces situations de métaplasie, parfois, il faut les surveiller. Même les métaplasies du col utérin chez une femme qui fait des infections, il faut les surveiller parce qu'elles peuvent se transformer. Quand on voit la métaplasie en elle-même, elle n'est pas grave, mais avec le temps, elle peut devenir une maladie grave. Alors, d'autres causes, donc j'ai déjà cité certains. Chez les fumeurs, la métaplasie malpighienne, important. Au niveau de l'estomac,
Vous connaissez la bactérie qui est l'Helicobacter pylori. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer la muqueuse entrale en une muqueuse intestinale. Et cette muqueuse intestinale peut se transformer en cancer parce que c'est une situation anormale qu'une muqueuse intestinale se trouve au niveau de l'estomac. Donc, ces situations-là, parfois, il faut les surveiller parce qu'il y aura probablement des transformations. Alors, voilà un exemple de muqueuse bronchique. Vous avez sur la photo de A une muqueuse bronchique normale. Vous avez des vacuoles de mucus que vous voyez en blanc. C'est une muqueuse normale, mais là, vous avez une muqueuse malpighienne qui, normalement, n'existe pas au niveau des branches pulmonaires. Et cette métaplasie malpighienne va se transformer un jour en un cancer. Donc, un grossissement plus fort. Vous avez les glandes mucosécrétantes normales. Ce qui va se passer, c'est que la transformation va être progressive. Elle va commencer progressivement. Ensuite, elle va remplacer l'ensemble du revêtement glandulaire. Vous avez là un col utérin. Vous avez la muqueuse endocervicale, noyau en situation basale, mais là, vous avez une muqueuse malpighienne stratifiée sur l'image D. Vous avez une muqueuse stratifiée. Donc, toujours la transformation d'une muqueuse normale en une autre muqueuse normale, mais qui a une structure et une fonction différentes. Et malheureusement, ces métaplasies peuvent être la cause de l'apparition des cancers. Là, vous avez un estomac où on a les glandes entrales normales, mais ce que vous voyez ici en blanc, c'est des cellules intestinales qui normalement n'existent pas au niveau de l'antre et c'est dû à l'infection par l'Helicobacter pylori. Donc parfois, on va trouver cette bactérie-là, on va vous dire qu'il y a une infection à Helicobacter pylori avec de la métaplasie intestinale qu'il faut surveiller parce que la métaplasie intestinale peut donner un cancer par la suite. Donc, c'est là l'importance de connaître ces lésions de métaplasie. Alors, juste ici un résumé. Donc, vous avez les cellules normales. On a vu l'atrophie, c'est par rapport à la taille. L'hypertrophie, c'est par rapport à la taille. On a vu l'hyperplasie par rapport au nombre. L'hypoplasie, c'est une baisse par rapport au nombre. Et on a vu la métaplasie, qui est la transformation d'une muqueuse normale en une autre muqueuse normale qui ne lui ressemble pas. Alors, il reste en fait les dystrophies. C'est vrai que c'est un terme que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup parce qu'il n'a pas une vraie définition anatomopathologique. Quand on a un ensemble de lésions, métaplasie, hypertrophie, hyperplasie, quand on a un mélange, ça va s'appeler une dystrophie. Mais sur le plan anatomopathologique, c'est pas une définition exacte. Donc, c'est un ensemble de tout ce qu'on a vu. Donc, plusieurs altérations tissulaires. En général, si c'est de l'hyperplasie, ça va être hyperplasie avec l'hypertrophie, avec de la métaplasie. Si c'est de l'atrophie, ça va être de l'hypoplasie avec hypotrophie, etc. Donc, réellement, moi, j'aime pas beaucoup ce diagnostic de dystrophie. La dystrophie, elle est plutôt clinique. C'est-à-dire, quand vous palpez une thyroïde, vous pouvez dire qu'il y a de la dystrophie parce que c'est grand, c'est nodulaire. Mais sur le plan anatomopathologique, c'est pas réellement une définition. Donc, ce qu'on a défini, c'est les vraies définitions des lésions d'adaptation tissulaire et cellulaire. Alors là, on a juste un exemple de dystrophie au niveau du sein, mais vraiment sur un compte rendu anatomopathologique, il ne faut pas le mettre parce que ça ne rejoint aucune définition. Là, vous avez sur cette photo, vous avez de l'hypertrophie, vous avez de l'hyperplasie, vous avez des kystes, vous avez de la métaplasie. Ça peut s'appeler dystrophie, mais moi, je préfère l'appeler hyperplasie et hypertrophie du sein plus que de l'appeler dystrophie. La dystrophie n'a aucune signification anatomopathologique exacte. Alors, la dystrophie mammaire, c'est très fréquent. Alors, donc, on a fini avec les lésions d'adaptation cellulaire et tissulaire et on va voir les aspects de mort cellulaire.
Donc, mort cellulaire et tissulaire, c'est la même chose, parce que les cellules constituent les tissus. Donc, il faut savoir qu'à l'état physiologique, on a souvent un équilibre entre mitose et mort cellulaire. Il y a toujours ce ratio qui permet de garder l'équilibre. Dans certaines situations, soit cet équilibre est perdu, et donc on aura la prédominance des mitoses par rapport à la mort cellulaire, c'est la situation des cancers. Ce qui va se passer dans les cancers, c'est finalement une prédominance de la mitose, mais la mort cellulaire, elle est diminuée. Vous allez voir pourquoi. Mais aussi, on peut avoir ça suite à des situations comme on a vu tout à l'heure. La cellule, elle rentre en atrophie. Après, elle ne peut pas régénérer, mais après, elle va passer en mort cellulaire. Donc, il y a plusieurs façons de mort cellulaire, plusieurs causes. On va voir aujourd'hui la mort cellulaire par apoptose, qui peut être physiologique ou pathologique, et on va voir la nécrose, qui est forcément, obligatoirement, une mort cellulaire pathologique. Donc, juste, on a mis ici le type de tissu humain, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a des tissus à renouvellement rapide, comme les épithéliums, les cellules sanguines. Il y a des tissus à renouvellement lent, comme le foie, le muscle, je dirais, sauf le muscle myocardique qui ne se renouvelle pas, et le tissu nerveux. Donc, on a vu des lésions qui intéressent ces tissus qui ne se renouvellent pas. Par exemple, l'hyperplasie, on a dit qu'on ne peut pas la voir dans des tissus qui se renouvellent pas. Alors, dans plusieurs types de morts cellulaires, il y a l'apoptose, qui est toujours, la nécrose qui est toujours pathologique. On va voir les causes de nécrose. Et il y a l'apoptose qui se voit dans des situations physiologiques et dans des situations pathologiques. Il faut savoir aussi l'embryogénèse, finalement, la constitution des organes, des orteils, des doigts, passe par de l'apoptose. Donc, l'apoptose est un phénomène qui se voit très précocement dès l'embryogénèse. C'est un phénomène physiologique au cours de l'embryogénèse. Alors, on commence par la nécrose. Donc, la nécrose, elle est toujours pathologique. Il n'y a pas de nécrose normale. Contrairement à l'apoptose, on a de l'apoptose normale au cours de la vie. Alors, la nécrose, c'est une conséquence de quoi? Donc, c'est une conséquence de digestion enzymatique de la cellule et de dénaturation de ses protéines. Donc, on a des causes qui vont déclencher des stimulus au niveau de la surface des cellules. Et ces stimulus-là vont entraîner une digestion enzymatique de la cellule et la dénaturation de ses protéines. Donc, la cellule, elle va plus être fonctionnelle. Et on va voir sur le plan anatomopathologique, il y a des anomalies qui vont intéresser les noyaux et des anomalies qui vont intéresser le cytoplasme. Donc, c'est le principe de la description qu'on a dit tout à l'heure. Toujours, on va analyser. Pour dire que cette cellule est en nécrose et pas en apoptose, on va voir le noyau et le cytoplasme. Donc, bien sûr, quand on parle d'une cellule, on dit nécrose cellulaire. Quand on parle de l'ensemble de cellules, on va dire nécrose tissulaire. Alors, quelles sont les causes de la nécrose? Alors, on peut avoir la nécrose par anoxie, donc un défaut de l'irrigation sanguine, c'est-à-dire l'ischémie, lorsqu'on aura une interruption de la vascularisation d'un organe. Les cellules ne peuvent plus survivre et donc elles vont mourir. Donc, cette mort-là va se faire par nécrose. C'est ce qu'on appelle la nécrose ischémique. On peut avoir les causes de nécrose des agents physiques, c'est-à-dire de la chaleur, des traumatismes, des agents thermiques, la radiation, par exemple la radiothérapie sur une tumeur, va donner de la nécrose du tissu tumoral, donc une mort du tissu tumoral, ce qui est bien pour le patient. Ça peut se voir aussi par des agents chimiques, des ingestions de caustiques, par exemple quelqu'un qui boit de l'eau de javel, ça peut donner de la nécrose au niveau de l'estomac ou bien au niveau de l'intestin. Des médicaments peuvent donner de la nécrose.
On peut avoir ça par des agents infectieux. Les virus, par exemple, les virus des hépatites B et C vont donner de la nécrose des cellules hépatocytaires. C'est pour ça les patients qui ont des hépatites, ils ont des insuffisances hépatocellulaires qui est due à une nécrose des cellules hépatiques. Donc, elles seront plus fonctionnelles à cause des virus des hépatites B et C. Ça peut être dû aussi à des bactéries, des champignons. On peut avoir des conflits immunologiques, des maladies auto-immunes. Donc, le corps n'arrive plus à connaître ses propres constituants et donc il va détruire les cellules normales du corps par ce phénomène de nécrose. Et ça peut aussi se voir dans certains déséquilibres nutritionnels. Mais toujours, la nécrose, elle est pathologique. Donc, toutes ces situations, c'est des situations anormales. Donc, tout ça est anormal au niveau du corps. Et donc, la nécrose, elle est toujours pathologique, contrairement à l'apoptose qu'on va voir. Au cours de l'apoptose, on peut avoir des situations physiologiques où c'est normal de voir l'apoptose, ou bien des situations anormales. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le plan microscopique? C'est-à-dire là, on va s'intéresser un peu à l'examen anatomopathologique. Alors, comment va être le noyau? Comment va être le cytoplasme? Toujours en anapath, on interprète de cette façon. Donc, vous aurez ce qu'on appelle la pycnose, c'est des noyaux qui sont petits. Donc, les noyaux sont petits. À l'état normal, ils sont un peu bleus, mais vraiment, quand ils sont rétractés, ils deviennent bleu foncé, donc presque noirs. Donc, les noyaux sont rétractés, hyper colorables, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bleus très foncés. Alors, on aura ce qu'on appelle la cariolyse, c'est-à-dire parce qu'on avait dit tout à l'heure que c'est une digestion enzymatique, donc vous aurez la disparition des constituants du cytoplasme cellulaire. Et ensuite, vous aurez la disparition des constituants du noyau. C'est ce qu'on appelle la cariolyse. Donc, c'est une dissolution des éléments du noyau. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la cariorexie. C'est la fragmentation des noyaux. Donc, tout ça, il commence au départ une pycnose, une rétraction du noyau. Ensuite, il va plus devenir hypercolorable parce qu'il y aura la dissolution de ces éléments. Ensuite, il y aura la fragmentation des petits bouts de ce noyau. Alors, au niveau du cytoplasme, donc on a fini avec le noyau, pycnose, cariolyse, cariorexie. Au niveau du cytoplasme, c'est à peu près la même façon. Le cytoplasme, il va être un peu dense, très coloré, rose très dense. C'est-à-dire, quand on voit une cellule nécrotique à côté des cellules normales, vous avez toujours le noyau, il est plus foncé, le cytoplasme est plus foncé aussi. Ensuite, on aura la dissolution des constituants du cytoplasme, comme ce qu'on a vu pour le noyau. Ensuite, on aura la fragmentation finalement du cytoplasme. Donc, on aura la fragmentation de l'ensemble de la cellule, le noyau et le cytoplasme. Et cette fragmentation va déclencher une réaction inflammatoire. Donc, vous aurez des cellules inflammatoires, des lymphocytes, des macrophages qui vont venir pour digérer ces fragments de cellules nécrotiques. Donc, sur le plan anatomopathologique, quand on arrive à ce stade de disparition des constituants, vraiment, on ne peut pas regarder grand-chose. Mais là où on regarde une cellule en nécrose, c'est lorsqu'on a une cellule petite, un noyau très coloré et un cytoplasme très coloré. On sait très bien que c'est une cellule nécrotique ou bien en nécrose. Alors, donc voilà ce que je viens de vous raconter. Là, vous avez une glande normale, les noyaux en bleu, les cytoplasmes en rose. Donc, la pycnose, donc c'est la rétraction des noyaux. Vous avez des noyaux qui sont plus petits par rapport à ce noyau et plus colorés, donc presque noirs, mais je dirais bleu foncé. La même façon pour le cytoplasme, il est très rose ici, contrairement à un cytoplasme normal qui est rose un peu. Vous aurez par la suite la cariolyse, c'est la dissolution
des éléments, presque on ne reconnaît plus ni le noyau ni le cytoplasme ici. Ensuite, on aura la fragmentation de l'ensemble de la cellule. Donc, ensuite, il y aura une réaction inflammatoire qui va venir ici pour phagocyter ces cellules-là. Donc, sur un autre schéma, noyau normal, pycnose, noyau foncé, la dissolution des éléments et la disparition de l'ensemble du noyau, de la même façon de ce qui se passe au niveau du cytoplasme. Là, tous ces petits points bleus, c'est des éléments inflammatoires qui vont venir phagocyter les débris des cellules. C'est-à-dire, si on a sur une lame, par exemple au microscope, cet aspect-là, on ne peut pas dire grand-chose. On va dire juste qu'il y a de l'inflammation, il y a des débris de cellules. Mais vraiment, quand on voit l'aspect de cellules rétractées, hypercolorées, c'est là où on est sûr de la nécrose. Alors, il y a différentes formes de nécrose. La plus fréquente des nécroses, c'est la nécrose d'origine vasculaire, c'est la nécrose ischémique. Donc, la nécrose ischémique, en général, elle se voit au niveau des organes qui ont une vascularisation terminale et non pas de vascularisation suppléante, comme l'artère rénale. C'est en section de l'artère rénale, automatiquement le rein, il va mourir. Donc, cette mort va être en nécrose ischémique. Il y a l'autre exemple qui est très fréquent, c'est le myocarde. C'est-à-dire, vous avez une interruption de la vascularisation sur une artère qui irrigue le cœur. Vous avez une nécrose sur un territoire et ça s'appelle la nécrose ischémique qui est cliniquement connue par l'infarctus du myocarde. Donc, en général, c'est des interruptions brutales de la vascularisation d'un tissu et ça intéresse surtout les tissus à vascularisation terminale. Pour la nécrose de coagulation, il y a la cause ischémique, mais aussi on peut avoir des brûlures, des ingestions de caustiques comme le diabète, etc. Ça peut donner des nécroses. Alors, donc, ce qui va se passer, par exemple, au cours d'un infarctus de myocarde, donc vous avez là une coronaire qui est occlusive, une artère coronaire gauche, probablement. Donc, il irrigue ce territoire. Une fois qu'on a une interruption brutale, c'est un territoire qui va mourir par cette nécrose ischémique. Donc, vous aurez les descriptions qu'on a vues, pycnose, cariolyse, cariorexie, fragmentation. Sur le plan anatomopathologique, là, vous avez un territoire qui est normal. On reconnaît les cellules, les noyaux en bleu, ici. Mais ce qui est en haut, c'est un aspect qui est un peu ischémique. C'est comme des fantômes. On n'arrive pas à bien voir l'organe, ce qui témoigne qu'il y a sur ce secteur-là une disparition des cellules secondaires à cette nécrose ischémique. Alors là, vous avez une nécrose ischémique au niveau du rein. Donc, vous avez là ce territoire ischémique, il est blanc. En général, le territoire ischémique, il est blanc. Vous allez voir ça en cours de pathologie vasculaire. Il est blanchâtre parce qu'il n'y a plus de vascularisation. Et sur le plan histologique, là, on n'a que des fantômes de cellules. On a la disparition des noyaux, on a la disparition des constituants du cytoplasme. On n'est pas encore sur l'étape de fragmentation et d'inflammation, mais là, on ne reconnaît plus ni les noyaux, ni les cytoplasmes. C'est ce qu'on appelle un aspect fantomatique du tissu rénal. Alors là, vous avez un fort grossissement pour comparer. Donc, ce que vous voyez sur le côté gauche, c'est un rein normal, un glomérule, les tubules avec les cellules, mais là, on ne reconnaît plus les noyaux, on reconnaît que des fantômes de structure. On devine que là, c'est un glomérule, mais on ne voit pas les noyaux de ce glomérule. C'est ce qu'on appelle un aspect fantomatique. Alors, il y a un deuxième type de nécrose, c'est ce qu'on appelle la nécrose suppurée. Donc, la nécrose suppurée, qui dit suppurée, dit le pus. Et le pus, en général, c'est un groupement de polynucléaires neutrophiles altérés, secondaires à des infections à germes anaérobies, ce qui va donner des abcès. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous aurez
ces cellules nécrotiques, mais avec une inflammation riche en polynucléaires neutrophiles sur ce territoire nécrotique qui va donner un abcès. Donc, la nécrose suppurée, c'est l'équivalent d'un abcès finalement. Donc, vous avez là un exemple d'un abcès hépatique. Sur le plan scanographique, vous avez cette image qui est hypodense avec une paroi. Vous avez sur le plan histologique le tissu hépatique normal. Tous ces petits points que vous voyez au centre, c'est le PU, c'est-à-dire c'est des polynucléaires altérés dans un endroit où on a beaucoup de nécrose de cellules hépatocytaires. Donc c'est un abcès hépatique. Alors on a d'autres types de nécrose. La cytostéatonécrose, c'est une nécrose qui est spécifique du tissu graisseux au niveau du corps humain. Donc, en général, c'est une nécrose du tissu graisseux sous l'influence du lipase, qui est une enzyme qui va digérer les cellules adipocytaires. C'est très fréquent dans le pancréas. On a ce qu'on appelle les pancréatites. Finalement, les pancréatites, c'est quoi? C'est vrai que c'est une inflammation du pancréas. Mais sur le plan anatomopathologique, c'est une digestion enzymatique du tissu graisseux qui se trouve entre les lobules pancréatiques. Ou bien, on peut avoir ça aussi au niveau du sein. Par exemple, un traumatisme du sein, on peut avoir cette nécrose-là du tissu adipeux parce que le sein contient contient une grande quantité du tissu graisseux. Donc, la cytostéatonécrose aussi, elle peut avoir le même aspect, une disparition des constituants des cellules adipocytaires et un aspect un peu fantomatique. On a la nécrose caséeuse qui est spécifique de la tuberculose. On va la voir dans le cours de la tuberculose. Et on a la nécrose gangréneuse. C'est-à-dire, vous pouvez, je pense que vous avez déjà entendu ou vous aurez l'entendre, des gangrènes des organes. Chez un diabétique, il fait une gangrène du gros orteil. On est obligé d'amputer les orteils du diabétique. Sur le plan anatomopathologique, c'est quoi? C'est une nécrose ischémique parce que le diabétique, il a des vaisseaux de mauvaise qualité. En général, on a des obstructions sur des petits vaisseaux et ça va donner des ischémies au niveau des orteils, au niveau des doigts et des pieds. Et sur cette nécrose ischémique va se rajouter une infection à germe anaérobie. À couleur noirâtre, c'est une couleur qui est due à des germes anaérobies. Donc, vous aurez à la fois une ischémie et une infection à germe anaérobie, ce qui va être responsable de cette gangrène. Et c'est très fréquent, ça donne une mauvaise odeur et c'est dû finalement à ces germes anaérobies. Histologiquement, c'est ça. C'est une association d'ischémie, c'est-à-dire une interruption de la vascularisation d'un tissu et sur laquelle va se greffer une infection à germe anaérobie qui vont donner cette coloration qui est noire. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécrose gangréneuse ou bien la gangrène. Alors, quelques exemples. Là, vous avez la nécrose caséeuse, on va le voir dans le cours de la pathologie inflammatoire. Vous avez là cette nécrose gangréneuse. Donc, en général, cette coloration noirâtre est due aux germes anaérobies. On peut avoir aussi une nécrose gangréneuse au niveau intestinal. On peut avoir aussi des obstructions sur entérique, supérieure, inférieure. Ça peut donner une ischémie au niveau intestinal. Et comme au niveau intestinal, on a déjà des germes, ils vont proliférer et donner cette nécrose gangréneuse par ces germes anaérobies. Donc, on a fini avec la nécrose et on va voir l'apoptose. Alors, l'apoptose, comme j'ai dit au départ, c'est une situation de mort cellulaire qui peut être soit physiologique, soit pathologique. Donc, comment on va la définir? Alors, c'est un processus actif
Pourquoi actif? Parce qu'il va stimuler plusieurs voies au niveau de la cellule, des voies cellulaires, grâce à des signaux qui vont se fixer à la surface de la cellule, au niveau de la membrane de la cellule. Et une fois qu'on déclenche ces voies-là, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apoptose, on aura l'apparition de ces cellules apoptotiques. Alors, quelles sont les situations? Alors, la situation physiologique, c'est surtout l'embryogénèse, c'est-à-dire la formation des doigts et des orteils. Elle passe par des mécanismes de prolifération et d'apoptose. Et quand on n'a pas cet équilibre entre division cellulaire et apoptose, on peut avoir des nouveau-nés qui naissent avec des doigts accolés ou bien des orteils accolés. Quand vous avez des enfants qui ont deux doigts accolés ou des orteils accolés, ça c'est un défaut d'apoptose qui ne s'est pas produit au cours de l'embryogénèse. Alors, on peut avoir ça dans la vie normale, donc parce qu'une cellule a une durée de vie. Quand elle finit sa durée de vie, en général, elle va mourir. La mort de cette cellule va se faire par une apoptose. Donc, on peut avoir ça aussi dans certains processus physiologiques au cours de la ménopause, au niveau des glandes mammaires, au niveau des glandes de l'endomètre. On peut avoir une accélération de l'apoptose à cause de l'insuffisance hormonale qui se voit au niveau de ces organes-là. Donc, il faut savoir aussi que les phénomènes physiologiques intéressent aussi certaines cellules endommagées, comme ce qu'on a vu pour la nécrose, ça peut se voir aussi pour l'apoptose. Et bien sûr, ça se voit beaucoup dans les maladies auto-immunes. Lorsqu'on a un conflit immunitaire, le corps ne reconnaît plus ses propres organes, on a un déclenchement de cette apoptose aussi. Alors, donc vraiment l'apoptose a été décrite depuis très longtemps au niveau de l'embryogénèse, donc la formation des différents organes passe par des mouvements de division cellulaire et d'apoptose. Et lorsqu'on a ce défaut d'apoptose, ça va être responsable d'anomalies comme ça, comme ici, on a des anomalies des orteils. Donc, parmi les causes, bien sûr, il y a des syndromes génétiques aussi, mais parmi les causes des anomalies des orteils, c'est une insuffisance d'apoptose au cours de l'embryogénèse, parce que l'apoptose avec la division permet de réguler l'embryogénèse. Alors, les causes pathologiques, donc on a plusieurs situations anormales. Ça peut se voir par des produits, c'est-à-dire par des actions des agents génotoxiques, des rayons ultraviolets, des radiations ionisantes, des chocs thermiques. Ça peut se voir au cours des drogues comme la chimiothérapie, parce que le but de la chimiothérapie, c'est quoi? C'est de détruire les cellules tumorales et la destruction va passer par une accélération de la mort de ces cellules par l'apoptose. Les produits chimiques vont arrêter les mitoses et accélérer la mort cellulaire. Les produits de chimiothérapie vont accélérer la mort des cellules par l'apoptose. On peut avoir aussi des causes infectieuses, des bactéries, des virus, peut donner une accélération de l'apoptose. Alors, donc en général, qu'est-ce qui va se passer? On a des maladies où on a l'apoptose et les défaillantes, comme l'embryogénèse, c'est-à-dire une insuffisance d'apoptose, mais on a aussi des maladies où on a une accélération de l'apoptose. Donc, on va voir des exemples de maladies où on a une insuffisance d'apoptose ou bien une accélération d'apoptose. Alors, l'exemple type, c'est le cancer, parce que vous allez le voir dans le cours de la pathologie tumorale. Finalement, le cancer, c'est quoi? C'est une prolifération de cellules, c'est-à-dire les cellules du corps humain qui vont proliférer, se diviser beaucoup, mais malheureusement, cette division n'est pas équilibrée par l'apoptose. Donc, les cellules tumorales sont des cellules qui se divisent beaucoup, mais qui ne meurent pas beaucoup. Donc, ce qui va donner ce nombre élevé de cellules. Donc, ce nombre élevé définit un cancer.
Ça peut se voir aussi dans les maladies auto-immunes. Donc, on peut avoir une inhibition de l'apoptose dans des maladies auto-immunes, comme on peut voir une accélération de l'apoptose dans les maladies auto-immunes. Des causes virales, donc la non-élimination des cellules infectées par certains virus peuvent être responsables aussi de certaines maladies. Et les situations d'activation, c'est-à-dire on a beaucoup d'apoptose, par exemple le syndrome de SIDA, on a beaucoup d'apoptose. Dans certaines maladies neurodégénératives, finalement la maladie d'Alzheimer, elle est expliquée par une apoptose exagérée des cellules nerveuses. La maladie de Parkinson aussi. On peut avoir ça dans des maladies auto-immunes, ça on l'a déjà dit. Et dans les maladies vasculaires, les maladies ischémiques, on peut avoir aussi de la mort cellulaire par apoptose, comme l'ischémie, elle peut donner de la nécrose ou bien elle peut donner de l'apoptose. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelle que soit la cause, que ce soit physiologique, pathologique, la cellule apoptotique, elle a le même aspect. Sur le plan anatomopathologique, les cellules apoptotiques se ressemblent. On ne peut pas vous dire cette apoptose est due à cette maladie. C'est vous qui devez le savoir. C'est-à-dire, si vous avez un malade qui a une maladie vasculaire, vous faites des biopsies et on vous dit que c'est de l'apoptose sur ce tissu, on ne peut pas vous dire que c'est une apoptose due à une insuffisance vasculaire. Donc, sur le plan anatomopathologique, les cellules apoptotiques se ressemblent, quelle que soit la cause. Donc, la description qu'on va faire est la même, quelle que soit la cause. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, première notion qui est différente de la nécrose, c'est qu'on n'a pas l'inflammation. On n'a pas de réaction inflammatoire au cours de l'apoptose. Donc, les cellules, comment elles vont se manifester? Par des anomalies qui vont intéresser les noyaux et les cytoplasmes, comme ce qu'on a vu pour la nécrose. Au départ, c'est à peu près comme l'apoptose, comme la nécrose, on a une condensation du noyau, particulièrement de la chromatine. Ensuite, on n'aura pas de dissolution, mais on aura une fragmentation des constitutions du noyau. Au niveau du cytoplasme, on aura la même chose, on aura une rétraction et une fragmentation des constituants. Mais la cellule va rester intacte, c'est-à-dire on n'aura pas de rupture de la membrane cellulaire comme l'apoptose, et pour ça, on n'a pas de réaction inflammatoire. Donc, une fois qu'on a les constituants du noyau et du cytoplasme fragmentés, on aura les éléments qui vont les phagocyter, ce seront que des macrophages. On n'aura pas des polynucléaires, des lymphocytes, des plasmocytes. On n'aura que des macrophages qui vont venir prendre ce qu'on appelle des corps apoptotiques. Donc, je vais m'expliquer autrement. Vous avez une cellule normale ici, le noyau, les constituants, mitochondries, le système réticulo-endoplasmique. Première étape, c'est une rétraction, donc du noyau et du cytoplasme. Donc, vous voyez ici, la chromatine va être plaquée contre la membrane nucléaire. Ensuite, on aura la fragmentation des constituants du noyau, la fragmentation des constituants de la cellule, mais sans rupture de la cellule. Cette fragmentation va former ce qu'on appelle des corps apoptotiques, des petits bourgeons de la cellule, mais sans rupture de la cellule. Ces corps apoptotiques vont être à la fin phagocytés par des macrophages, mais des macrophages isolés. Ça ne va pas déclencher une réaction inflammatoire. Alors, un exemple ici de l'apoptose. Alors, on ne voit pas beaucoup de choses ici, mais j'ai un schéma pour voir encore là. Alors là, vous avez une cellule apoptotique. Vous avez des cellules normales. Et là, vous avez une cellule apoptotique, un noyau au début rétracté comme la nécrose. Mais ensuite, on aura la fragmentation des constituants et la formation de corps apoptotiques. Alors, j'ai un schéma. Alors là, c'est la différence entre apoptose et nécrose. Donc, la première différence, c'est la réaction inflammatoire. On a de l'inflammation dans la nécrose, pas d'inflammation dans l'apoptose.
Ensuite, pour l'apoptose, ce qui va se passer, c'est une dégradation et formation de corps apoptotiques. Pour la nécrose, c'est une dissolution. Ensuite, une rupture de la membrane et l'afflux des éléments inflammatoires pour phagocyter. Alors, voici le schéma qui résume à peu près tout ça. Vous avez l'apoptose, une fragmentation des constituants du noyau et du cytoplasme, une formation de corps apoptotiques qui vont être digérés directement par les macrophages. Pour la nécrose, vous avez la rupture de la cellule et le déclenchement de la réaction inflammatoire autour. Donc ça, c'est la principale différence entre nécrose et apoptose. Donc, ça, c'est des images microscopiques. Vous avez plusieurs corps apoptotiques, mais pas de réaction inflammatoire. Là, vous avez beaucoup des éléments inflammatoires et la disparition presque totale des cellules nécrotiques. Donc, voilà, je pense que j'ai fini.